Une belle affiche, une magnifique affiche avec nos orateurs. Donc bonsoir Olivier, bonsoir Emmanuel, bonsoir à nos intervenants ce soir, donc Pierre Delauzin et Monsieur Tetroto, Jean Maher qui nous suit depuis l'Alsace. Donc Jean Maher, tu peux nous faire signe de la main éventuellement de ton Alsace profonde. Philippe de Saint-Germain est ici. Nous avons Emmanuel Dulaurent dont on aimerait bien voir le visage. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette conférence Zoom qui nous a bien aidés, en tout cas pendant cette période de confinement et hors confinement, puisque nous maintenons ces conférences. Nos conférences tout autres ce soir sur l'économie et au Dieu à quel point on sait que cette thématique nous est en tout cas très importante. Alors, vous êtes pour les uns et les autres mutés, sauf nos intervenants. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir. Soyez en tout cas les bienvenus. Juste vous rappeler l'identité de l'IEPM ce soir, qui réunit en tout cas des personnes inspirées par l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, héritage de la civilisation occidentale et française, pour agir en politique en vue du bien commun. Quelle est notre mission? Quelle est notre ambition? Elle est en tout cas d'envergure, c'est d'être vraiment un laboratoire d'idées, de références. C'est aussi un lieu de rebondissement, un lieu de naissance, un lieu de rencontre et d'amitié politique qui permet en tout cas d'inspirer les décideurs pour renouveler en tout cas leur engagement. Voilà, vous êtes tous mutés, mais vous pouvez les uns et les autres réagir à travers le chat. Le chat se situe tout simplement dans un onglet tout en bas à droite dans Plus. Et si vous allez dans Plus, vous pouvez cliquer sur Discussion. Et dans la discussion, donc, on aimerait que vous puissiez réagir. Dites votre nom, votre prénom, qui vous êtes et éventuellement poser votre question. Mais de grâce, s'il vous plaît, que cette question soit très, très courte, réponse courte, question courte. Voilà, c'est une crise qui est inédite. Donc, on parle de Grande Dépression. Le Covid-19 a entraîné entre 45 000 à 95 000 entreprises qui risquent en tout cas de disparaître. Le secteur le plus impacté, nous dit-on, est l'hôtellerie et la restauration. Ce sont malheureusement les premières victimes et on a déjà annoncé une décroissance sur le premier trimestre de 6%. Alors au 15 avril, les Français ont parlé de 8,7 millions de chômeurs en France. Et après l'annonce du président de la République, donc d'ici le printemps 2021, on parle de 800 000 à 1 million en plus de chômeurs en France et l'hécatombe. La question de la jeunesse, pour moi, elle est essentielle, elle est importante. On a plus de 700 000 diplômés aujourd'hui qui sont vraiment dans l'angoisse concrète et tous leurs projets, malheureusement, volent en éclats. C'est pour ça que l'Institut d'études politiques Montalembert a vraiment voulu consacrer cette dernière conférence, cette dernière rencontre, en tout cas, sur la question de l'économie. Et pour ce faire, nous avons bien entendu ce soir d'éminents intervenants, d'éminents orateurs, à qui je laisse le soin, donc à M. Ludovic Trollet, le président de l'IEPM, de les présenter. Donc cette rencontre se fera donc en 3 temps. Dans un premier temps, donc, nous aurons donc l'intervention donc de 2 orateurs sur la question de l'économie. Une deuxième période avec des questions. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à formuler vos questions via le chat. Et donc on a 2 amis qui aussi interviendront dans le cadre de ces questions, Olivier et Emmanuel Duroland, et une petite conclusion qui se fera tout à l'heure par Philippe de Saint-Germain. Est-ce que M. Ludovic Trollet est à l'antenne? Merci Saïd, merci pour cette petite introduction. Juste en attendant que tout le monde puisse se connecter, effectivement il est à peine 18h05, je pense que tout le monde va arriver, vont arriver. Juste pour effectivement, c'est notre 3e web conférence qu'on nous organisons forcément compte tenu des circonstances. Et pour rappeler en fait nos rencontres, les rencontres du Cercle Montalembert, c'est entre guillemets quelque chose qu'on a engagé maintenant il y a 8 ans et nous sommes aujourd'hui, en fait je calculais, on est à 85e rencontre du Cercle.
même si c'est dans une version, entre guillemets, adaptée aux circonstances. Donc, c'est la troisième web conférence du Cercle Montalembert ce soir. Troisième rencontre sur un cycle effectivement qu'on a engagé forcément pour aussi répondre aux enjeux du moment, c'est-à-dire comment on fait face à ces circonstances très particulières, un peu comment dire, oui, inédites. Là, vraiment, la première question qu'on s'était posée, la première rencontre, on avait invité donc Valérie Boyer, qui est députée donc, de Marseille, qui effectivement avait un regard particulier sur la gestion de la crise, étant donné qu'à Marseille, effectivement, elle avait été touchée par le Covid, pris en compte dans le protocole du professeur Raoult, avec tout ce qui s'était passé autour en termes de gestion de la crise. Donc, c'était très intéressant de discuter avec elle sur comment, effectivement, elle avait perçu cette gestion, surtout dans la période la plus aiguë. Dans un deuxième partie, on avait rencontré donc, il y a 15 jours donc, Mathieu Bocoté et avec Saïd et Jean-Pierre Brard, qui était l'ancien député maire de Montreuil, parce que l'une des premières conséquences de la crise que nous vivions était forcément une angoisse, et on parlait tout à l'heure, l'angoisse face à la crise économique, mais il y a aussi une angoisse existentielle sur comment on vit ensemble, et notamment avec les phénomènes un peu planétaires qui s'étaient répandus avec la mort de George Floyd aux États-Unis, qui avait par conséquence engagé une logique, entre guillemets, de questionnement, notamment avec un émoi un peu sur une poussée entre guillemets, cette logique racialiste, effectivement, qui s'est répandue un peu partout. On va dire comment on allait faire pour pouvoir répondre, entre guillemets, à toutes ces conséquences de la crise que la crise sanitaire nous a engagées. Et donc, ce soir, un troisième volet, réfléchir à plus économique de cette crise, étant donné que, oui, effectivement, la rentrée en septembre, alors certains l'annonçaient, je crois que c'est le président Emmanuel Macron nous disait que difficile, je crois même qu'il y a des spécialistes qui nous disent qu'elle sera, j'ai lu dans plusieurs journaux qu'elle sera apocalyptique, mais sinon, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir un peu ce qui est devant nous, comment on peut anticiper, réfléchir. Alors, pas forcément que sur cet aspect et ces enjeux qui vont être très dire de la rentrée, mais effectivement dans les années qui vont venir, parce que je pense que toute la réflexion avec nos intervenants, c'est de savoir comment on peut répondre à court, moyen et à long terme aux enjeux qui sont devant nous. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Pierre Delozin, qui effectivement très rapidement nous avait était intervenu. Pierre Delozin, donc ancien haut fonctionnaire donc, au ministère des Finances, qui a été très longtemps délégué général donc, de l'association des marchés financiers, effectivement, qui a très rapidement réagi au mois d'avril sur justement ces préoccupations. Donc, c'est pour ça que je vous ai partagé l'article qu'il nous avait proposé dans Figaro pour justement préparer cette rencontre. Donc, j'imagine que sur son article, qui est effectivement toujours d'actualité, pouvoir revenir et donc poser avec nous le constat un peu de la situation. Et je leur remercie d'avance. Et nous continuerons la réflexion avec Édouard Tétrault sur justement, et donc qui est effectivement essayiste, chroniqueur donc au Figaro et aux Échos, qui depuis un certain temps nous propose un certain nombre de réflexions très pertinentes un peu qui vont un peu plus loin que les simples sujets économiques, c'est-à-dire comment on gère aussi au sens de la gouvernance, au sens du projet aussi politique, l'économie n'étant pas simplement effectivement un problème technique, mais effectivement quelque chose de très politique. Donc, on nous a proposé dans la préparation de cette rencontre la dernière tribune qu'il a publiée dans Figaro Vox, qui effectivement
une réflexion qu'il a, comment dire, spécifiée dans un livre qui vient de sortir, qui sont donc les États généraux en 2022, aux éditions de l'Observatoire, que vous pouvez retrouver dans toutes les plateformes électroniques de vente de livres électroniques. Donc, vous les connaissez toutes, hein, Fnac, Amazon et autres. Donc, j'invite vraiment à lire ce livre qui est vraiment, je pense, très intéressant, qui va nous aider ce soir, je pense, à nous projeter, je pense, sur un avenir qui peut, effectivement, demain, être différent, et j'espère qu'il sera différent. Et il nous propose une réflexion sur comment il peut être différent en termes de méthode. Et ça, c'est effectivement, je pense, très intéressant ce soir qu'on interroge sur ça. Donc, je le remercie encore de nous avoir partagé un peu cette réflexion. Et donc, je laisse la parole maintenant à nos intervenants pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, Pierre Delauzin, dans une première partie, et ensuite Édouard pour compléter effectivement la réflexion en introduction de notre travail de ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il faut d'abord évidemment tirer les leçons de cette crise. La leçon principale est une leçon qui malheureusement n'a pas été beaucoup tirée, c'est que les États ont été extrêmement différents en termes d'efficacité par rapport à cette crise. On ne l'a pas souligné parce que les pays voisins de la France ont fait pas mieux, pas pire que la France, à l'exception de l'Allemagne. Mais on n'a pas noté le succès comparativement extraordinaire des pays d'Asie. Je parle des pays d'Asie orientale libre, la Corée, Taïwan, Singapour et autres, qui ont des budgets santé plutôt plus faibles que le nôtre, même sensiblement plus faibles que le nôtre en proportion du PNB, et qui ont eu une quantité de morts beaucoup plus faible, une entrave à la vie collective beaucoup plus faible, et du fait de ce fait-là, un effet économique lui-même beaucoup plus faible. Et donc, ceci met en évidence un fait qui est simple, mais qui n'a pas été discuté abondamment, à savoir que la dépense publique, c'est une chose, ce à quoi elle s'applique et son efficacité en est une autre, et que la même dépense peut correspondre à des actions extrêmement efficaces ou extrêmement inefficaces. Nous avons été relativement inefficaces, c'est-à-dire que nous avons réagi trop tard, mal, sur une crise qui n'avait pas été préparée. Et ça doit être une leçon qui va au-delà, bien entendu, de la réflexion sur le passé. C'est une réflexion permanente. Nous sommes le pays qui a une dépense publique qui est la plus élevée de tout le monde développé. Et nous ne prenons pas conscience du fait que ce n'est pas parce qu'on met tant de milliards sur quelque chose que le résultat est correspondant. Autrement dit, nous avons une culture de la quantité budgétaire et absolument pas une culture du résultat efficace. La même chose vaut d'ailleurs quand nous voulons réduire nos dépenses, parce que nous faisons parfois mine de vouloir réduire nos dépenses, mais nous employons la méthode budgétaire. La méthode budgétaire, ça consiste à appuyer là où le coût politique est le plus faible, c'est-à-dire là où il y a le moins de réactions d'une manière ou d'une autre. Alors, il est évident que supprimer des stocks de masques ne posait aucun problème politique, et donc ça a été fait. En revanche, agir sur des effectifs bureaucratiques dans les ARS, ça, évidemment, c'est coûteux politiquement, et donc on ne le fait pas. Et donc, nous avons un problème de fond qui est effectivement un État pléthorique, mais dont on pouvait croire qu'il est efficace et dont il se révèle dans la bataille particulièrement inefficace comparé à d'autres. Alors, ça s'ajoute évidemment à un mode de fonctionnement collectif plus large. Il est bien évident que le mode de fonctionnement collectif des pays d'Asie orientale face à ce genre de crise, avec un souci très ancré dans la population de la solidarité, notamment des effets des uns sur les autres, est beaucoup plus efficace que dans un mode un petit peu gaulois où chacun voit sa fierté dans le fait de ne pas respecter telle ou telle règle. Entre les deux, on a eu l'Allemagne qui effectivement est beaucoup moins efficace que les pays d'Asie, contrairement à ce qu'on a pu penser, mais indéniablement beaucoup plus efficace que nous. Et donc, nous avons ce problème-là. Nous avons, face à ça, dépensé des sommes considérables. Il est probable que dans le principe, le fait de dépenser ces sommes-là dans une optique qui est de pur soutien immédiat était probablement justifié. Je ne dis pas nécessairement les quantités ou les points d'application,
mais c'était en choix justifié à court terme. Mais l'ennui, c'est que ça s'ajoute à une dette gigantesque accumulée depuis 40 ans. Alors, c'est le cas de tous les pays développés dans une certaine mesure, mais c'est beaucoup plus marqué encore chez nous. Et qu'est-ce que ça veut dire une dette significative? Ça ne veut pas dire évidemment des investissements plus importants, parce que ce n'est pas des investissements qui sont financés, mais des dépenses courantes. Ça veut dire en réalité qu'on n'est pas capable de dégager un accord politique pour savoir comment arriver à financer les dépenses courantes par des recettes courantes et non pas par de l'endettement, ce qui veut dire bien entendu ou d'augmenter les impôts, mais les nôtres sont déjà énormes, ou de réduire les dépenses. Mais réduire les dépenses, on retombe sur le problème antérieur, c'est-à-dire comment faire accepter politiquement telle et telle réduction, qui signifie aussi évidemment des réductions de personnel non négligeables. Donc nous avons en réalité un énorme problème budgétaire qui va s'aggraver, mais un problème budgétaire dont la base est un problème politique, c'est-à-dire une incapacité de notre système politique à choisir en commun et ses priorités et ses moyens, et le moyen le plus efficace pour arriver à satisfaire ces priorités. Alors, ça s'est aggravé aussi en termes politiques dans la crise, parce qu'il est évident que pour l'opinion publique, il est très difficilement compréhensible que des dépenses qui étaient parfaitement impensables il y a 6 mois et un argent qui était considéré comme de l'argent magique et qui donc était totalement impossible à atteindre il y a 6 mois, tout à coup se trouve non seulement dépensé, mais dans des proportions colossalement supérieures. Autrement dit, il est clair que la leçon pédagogique est extrêmement contre-productive. On comprend très naturellement qu'en réalité, c'est un problème de volonté politique et qu'on peut dépenser tant qu'on veut. Alors, évidemment, à court terme, ça marche dans une mesure non négligeable, dans la mesure où cette dette vient dans un contexte où les taux d'intérêt sont quasiment à zéro et où il y a une énorme bête à Francfort qui s'appelle la Banque centrale, une énorme éponge qui absorbe à peu près tout ce qui bouge aux environs en termes de dette et notamment de dette publique chaque fois que ça pourrait faire monter les taux. Et donc, à court terme, la magie marche. Alors, cette scène a été déjà connue parce qu'elle est dans le second Faust, où Méphistophélès, c'est-à-dire le diable, fabrique de la monnaie et effectivement, le pays est très prospère pendant toute une période avec cette monnaie artificielle. Sauf qu'à un moment donné, la monnaie artificielle redevient ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire quelque chose de sans valeur. Et donc, nous nous sommes engagés sur ce plan-là aussi dans une voie politiquement dangereuse, c'est-à-dire contre-éducative ou contre-productive. Alors, ce qui est encore plus compliqué, c'est que la crise fait apparaître des besoins supplémentaires par rapport à ce qui était politiquement admis avant, et de manière qu'il en soit légitime. Il est de fait que nos infirmières sont essentiellement moins bien payées que l'infirmière allemande par rapport à la moyenne des salariés. Donc, on décide de payer plus les infirmières, ce qui est complètement justifié quand on isole le raisonnement. Il est évident aussi qu'on a des problèmes tout à fait significatifs en matière de fonctions régaliennes. Il était clair qu'on aurait besoin d'augmenter nos budgets de défense, on aurait besoin d'augmenter aussi les magistrats qui sont loin d'être parfaits dans ce pays, mais qui sont indéniablement sous-payés. Donc on aurait énormément de besoins en plus. On aurait des besoins de solidarité multiples. Je prends les personnes âgées. Il est de fait qu'on a en partie justifié le confinement par les personnes âgées, mais en fait, quand on regarde le sort des personnes dans les EHPAD, comme on dit, c'est évidemment dramatique. Donc, on voit aussi qu'il y a de très gros moyens, très gros besoins. On voit aussi que la solidarité a joué, parce que les solidarités, notamment de type familiaux, ont été importantes, mais la famille est justement un poste qui n'a pas une priorité depuis plusieurs années. Donc là aussi, il faudrait, si on était cohérent, revenir à une politique familiale beaucoup plus volontaire. Donc on voit énormément de points sur lesquels il apparaît clair et évident qu'il y aurait plus de besoins, alors même qu'on est déjà en déficit, qu'on vient de tirer sur la corde de manière totalement démesurée à l'occasion de la crise, et qu'on voit bien aussi que les pays ne sont pas égaux par rapport à tout ça. Il est clair que l'Allemagne se tirera de la crise avec une économie relativement solide et un endettement beaucoup plus faible que le nôtre, et donc dans le rapport entre les deux,
nous serons probablement encore plusieurs crans en dessous. Nous aurons déjà de toute façon plusieurs crans en dessous de PNB, puisqu'ils ont moins souffert de la crise relativement en termes d'activité économique. Et donc, nous voyons ces accumulations de problèmes, et il est clair qu'il y a deux séries de questions. La série de questions plus techniques, c'est-à-dire dans quel domaine il faudrait mettre les priorités, mais à mon avis, la série de questions la plus importante n'est pas celle-là. C'est un petit peu ce qu'a perçu le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, c'est-à-dire le besoin de rassemblement. Mais le problème, c'est que ce rassemblement ne se fait pas sur une notion communicationnelle ou affective, il se fait sur des choix, et là, en l'espèce, il doit conduire à opérer des choix. Or, une partie importante de ces choix seront douloureux. Ce n'est pas nécessairement maintenant qu'il faut opérer tout de suite avec le scalpel, mais à un moment donné, il faudra le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il faut avoir la porteuse politique qui permet de le faire. Dans l'état actuel des choses, il me paraît qu'on ne l'a pas. Alors, j'ajoute aux différents problèmes qu'on a cités, un qui, lui, est passé plus nettement dans le débat public, qui est évidemment la question de la mondialisation et de la dépendance. Beaucoup de gens ont découvert qu'effectivement, des produits aussi élémentaires que des masques devaient être entièrement importés, d'une part, mais d'autre part, qu'on avait sous la main, de manière rapide, un seul fournisseur, qui est la Chine. La Chine peut y montrer de la très mauvaise volonté. Là, en l'espèce, ça n'a pas été le cas, mais elle était simplement bloquée, évidemment, pour la même raison que les autres, puisque ça venait de chez elle. Donc, les gens ont compris cette dépendance, ils ne l'avaient pas perçue. Et donc, l'idée d'une plus grande autonomie s'est répandue, ce qui est une bonne chose, mais ça ne donne absolument pas les moyens. Or, les moyens, ça serait effectivement de discerner là aussi des priorités, parce que l'hypothèse d'un État, je ne dirais pas autarcique, n'en parlons pas, mais même d'un État largement autonome comme nous les étions dans les années 50 est évidemment parfaitement impossible. La complexité des productions modernes et la très grande dépendance de n'importe quelle activité industrielle à l'égard d'entrants qui viennent de l'extérieur, et matières premières, c'est évident, mais c'est vrai aussi de tous les produits intermédiaires, et puis tout simplement l'innovation, plus le besoin de garder un certain rang sur le plan économique qui conduit à se déplacer vers des activités à plus forte valeur ajoutée, tout ça conduit très naturellement à ce qu'on soit inséré d'une certaine manière dans l'activité internationale. Peut-être un peu moins, peut-être sûrement beaucoup plus intelligemment, mais pas en sortant complètement. Donc on arrive à un besoin d'une activité stratégique. J'avais connu au secrétariat général à la Défense nationale dans les années 70 des bureaux entiers qui réfléchissaient à ces questions d'autonomie. Il est clair qu'aujourd'hui, le problème se pose de manière beaucoup plus complexe, mais il se pose plus que jamais. Donc on a ce besoin-là, mais on a ce besoin aussi derrière d'avoir les moyens politiques et juridiques de faire des choses une fois qu'on les a décidées. Or, il est évident que cette autonomie-là suppose une action qu'on va appeler, pour simplifier, de politique industrielle, conçue plus intelligemment peut-être qu'on a pu le faire, mais de politique industrielle qui n'est pas compatible avec les traités européens. Donc, à ce moment-là, on a un dilemme où on poursuit le rêve français de faire ça au niveau européen alors que ça ne correspond ni à la culture ni aux priorités de nos partenaires, où on regagne une marge de liberté beaucoup plus grande. Et donc, là, à nouveau, on repart sur un problème de type politique qui est comment on récupère cette marge d'autonomie, mais bien entendu, dans la mesure où on a au niveau domestique un consensus suffisant pour pouvoir l'exercer de façon efficace. Et donc, cet arrière-plan est assez difficile. Si on admet qu'il se produit quelque chose dont je ne vois probablement pas le point de départ, mais qui pourrait se produire en étant optimiste, c'est-à-dire une sorte de sursaut conduisant de manière raisonnablement solidaire ensemble à accepter un destin et à accepter de faire ce qu'il faut pour ce destin, on peut évidemment aller dans une voie de redressement. Si ce n'est pas le cas, il est clair que nous allons vers une poursuite, mais une poursuite accélérée de la glissade, c'est-à-dire que le toboggan devient en pente un peu plus forte ou sensiblement plus forte qu'il ne l'était avant. Et à ce moment-là, évidemment, les contradictions s'aiguisent, c'est-à-dire que les insatisfactions légitimes ou illégitimes, il y en a beaucoup qui sont tout à fait légitimes, se faisant jour, le pouvoir politique étant très faible, et il y a un pouvoir de rassemblement,
de la population sur un objectif commun qui est objectivement très faible, qu'on va continuer du coup par des expédients. Et ces expédients comprennent notamment l'endettement, mais l'endettement, d'une part, risque d'avoir sa fin, puis deuxièmement, même s'il ne l'avait pas, il ne suffit pas, parce que ce n'est pas à crédit qu'on construit une autonomie nationale, une solidarité ou une volonté de destin commun. Et donc, effectivement, la situation n'est pas simple, mais le point central, pour le résumer en un mot, il est politique. Et c'est là, je crois, qu'Édouard a beaucoup à nous dire, donc je lui passe le bâton. Merci. Un grand merci, monsieur Pierre Delozin, un grand merci. Donc, on a Édouard Peutrotto qui peut intervenir maintenant, sans problème. Vous aviez encore 3 minutes. Hein. Non, 3 minutes. Pierre Delozin, non. Il n'y a pas de souci. Merci. En tout cas, je suis Merci de votre invitation. Très heureux de faire la connaissance de votre institut. J'y retrouve quelques personnalités et personnes amies. Alors, je ne savais pas que le thème était aussi économique que cela. Le mien est peut-être… alors, mon métier est plutôt effectivement l'économie, puisque je conseille des familles industrielles, des chefs d'entreprise sur leur stratégie, leurs investissements. Donc, autant vous dire que la crise actuelle fait rebattre beaucoup de cartes, tant pour les industriels que les financiers, aussi les politiques. Mais je voulais plutôt vous parler d'un outil que je voudrais promouvoir pour gérer la crise qui vient, parce que ce qu'on est en train de vivre est une accélération, on sent une tectonique de plaques mouvante, c'est quelque chose on est dans des choses tout à fait inédites, notamment sur la façon dont nous avons vécu ces derniers mois. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement l'outil. Alors, l'outil, c'est un livre, j'ai sorti un livre le 13 juillet dernier aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle « Faire les états généraux en 2022 ». Je vais peut-être commencer par le début, c'est-à-dire il se trouve, je dédicace ce livre à 2 personnes que j'ai vues aujourd'hui et qui disent quelque chose de notre pays, de ce qu'il peut encore être, devenir, s'il s'en donne les moyens. En fait, je dédicace mon livre d'abord à quelqu'un que Ludovic connaît bien, qui est le général Gallet, Jean-Luc Gallet, Jean-Claude Gallet, pardon. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. En fait, c'est le général qui dirigeait la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pendant l'incendie de Notre-Dame. Qui est un épisode évidemment qui m'a énormément marqué comme Français d'abord, comme catholique ensuite. Que l'on soit croyant ou pas, ce qui s'est passé ce jour-là, le 15 avril, est un signal un signal sur notre pays, sur l'état du pays, qu'il faut entendre pleinement. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a frôlé la catastrophe. S'il n'y avait pas eu une aide providentielle, miraculeuse, j'utilise cet adjectif, il vient du général Gallet lui-même, qui est à distance raisonnable des sujets de spiritualité, mais qui, lorsqu'il engage le combat avec le feu, il évalue qu'a priori, il y aura entre 20 et 30 victimes au bas mot. Il y a eu 0 mort, 0 blessé. Ce qui s'est passé ce soir-là tient objectivement du miracle. Je passe sur les images que vous avez vues, notamment la statue de Notre-Dame. La statue de Notre-Dame, personne ne peut expliquer la raison pour laquelle 2 mètres avant cette statue, en fait, il y a une espèce de cercle qui a arrêté, de cercle invisible, qui a comme arrêté la progression des flammes, la progression du plomb. Et ça, aucun physicien n'a trouvé l'explication à cela.
Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Il y a eu évidemment l'héroïsme, le professionnalisme d'une troupe d'élite, que sont la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais il y a eu quelque chose au registre du signal, quelque chose qui nous disait, mais réveillez-vous, arrêtez votre négligence, regardez ce que vous êtes en train de faire de moi avec votre négligence. J'utilise le mot négligence parce que on sait aujourd'hui qu'au fond, c'est une négligence qui a provoqué l'incendie de Notre-Dame. C'est malgré des normes à n'en plus finir, il y a eu une négligence humaine. Il y a eu c'est un business as usual, job as usual, et le feu est parti. Donc il y a quelque chose, je pense que si Notre-Dame s'était effondrée ce jour-là, c'était tout le pays qui s'effondrait. On a frôlé la catastrophe. Une poignée de personnes, une pointe, si tant est qu'on se donne les moyens de continuer d'avoir une élite, une pointe, des équipes à l'action, peut encore réveiller et au fond sauver ce pays. La deuxième personne à qui je dédicace ce livre, alors n'est pas exactement dans l'ordre militaire, c'est Laurent Berger. Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Laurent Berger, c'est simple, on est de la même génération. Si on avait écouté Laurent Berger, on n'aurait pas eu les gilets jaunes, on n'aurait pas fait les 80 km/h, la taxe carbone, et le gouvernement ne se serait pas vautré comme il s'est vautré dans la réforme des retraites l'an dernier. Il fait pas, pour les syndicats contestataires, il fait partie des traîtres, parce que c'est quelqu'un qui veut justement composer, participer. Il se trouve que ces deux personnes, je les ai réunies pendant le coronavirus, pendant la crise, parce que j'ai voulu monter à sa demande pour le président de la République une espèce de conseil stratégique de personnalité de la société civile qui fasse contrepoids au conseil des médecins, au conseil scientifique, parce que le conseil scientifique des médecins nous faisait aller droit dans le mur avec un confinement excessif, excessivement long, excessivement tatillon, et il y avait une forme de jouissance malsaine de ce collectif de médecins à la science finalement peu assurée sur le virus, mais plus on mettait la société et la société française sous cloche, mieux ça allait se passer. Et il fallait contrer cela. Et on a essayé de le contrer en montant un groupe de chefs d'entreprise, de personnalités de la société civile, militaires, syndicalistes, qui ont formulé des propositions à rebours de celles du conseil scientifique afin de proposer une sortie de crise plus pragmatique. Bon, mais ça, c'est derrière nous. En fait, je suis très optimiste sur le destin de notre pays. Les vieilles nations ne meurent jamais. On en a vu d'autres. Je ne suis pas d'un optimisme farouche sur les mois qui viennent. Je ne sais pas si on va avoir 1 million ou 2 millions de chômeurs supplémentaires d'ici à fin 2021. Je ne sais pas. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ça ne sera peut-être que 1 million. Enfin, on va au-devant d'un choc assez sérieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas de boule de cristal, mais on va avoir la tentation classique, une rentrée difficile, des manifestations, des violences, répression, se dire le vrai rendez-vous c'est en 2022, dotons-nous d'un homme ou d'une femme providentielle qui va nous régler tout cela. Or, nous savons, et notamment depuis la crise, la gestion de la crise, nous savons déjà que ça ne va pas marcher. Nous savons déjà que l'homme ou la femme, aussi providentiel soit-il ou elle, n'aura pas les outils à sa disposition pour relever le pays. C'est pas uniquement parce que l'État est devenu inopérant. Pierre Delauzin le disait bien. On a une culture de la quantité budgétaire, mais on a perdu la culture du résultat. Culture de la quantité budgétaire et culture de la quantité normative. Plus on fait de normes, de décrets, plus on brûle de budget, mieux on va s'en sortir. Avec ce que l'on dépense et ce que l'on produit en normes, on devrait être au top mondial de la croissance et des excédents budgétaires.
Bon, c'est pas ça qui marche. Non, le problème, il est plus profond. C'est que nous sommes arrivés au bout d'un cycle où en fait nous n'arrivons plus, comment dire, nous avons un contrat social qui est en lambeaux. Si je pèse un peu mes mots, nous ne savons plus très bien ce que nous faisons ensemble. Quand si je fais un rebours, si je me remets dans mes 15, 20, 25 ans, le socle de la nation française, il me ressemblait plus ou moins. Vous voyez, je suis né dans une famille bourgeoisie catholique de province. Les familles d'ouvriers, les familles, on se retrouvait, on faisait corps. Aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent à un bouleversement non seulement démographique, culturel, mais aussi à l'époque, le socle de la nation n'existe plus. Nous ne savons plus ce que nous faisons ensemble. Cela va avoir une traduction très concrète dans les mois qui viennent sur le non-consentement à l'impôt. Je pense que jusque-là, nous avons toujours joué avec le point de rupture. Le gouvernement actuel le sent, en faisant très attention à envoyer un narratif pour dire non, vous inquiétez pas, on ne va pas augmenter les impôts. Mais bon, vous avez vu le tripotage que l'on fait autour de la taxe d'habitation. Nous allons petit à petit arriver à un non-consentement généralisé à l'impôt. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, nous avons seulement 16 millions de foyers qui payent l'impôt sur le revenu et 22 millions de foyers qui ne le payent pas, qui n'ont aucune... c'est pas la même chose la TVA, qui n'ont concrètement aucun rendez-vous annuel avec le Trésor, avec qu'est-ce que l'on met en commun pour que ce pays avance, se tienne debout, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On n'aura pas d'hommes providentiels, encore moins de femmes providentielles. On ne va pas jouer à l'insurrection ou alors à la tentation de l'ordre nouveau. J'ai beaucoup de respect et même d'admiration pour le personnage, mais Pierre de Villiers ne sera pas le prochain président de la République. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut même pas marcher comme ça, que ce soit par voie démocratique ou non démocratique. On est coincé? Ben non. Il y a un outil qui est à notre disposition en France depuis des siècles. Et la thèse de mon livre, c'est de dire non seulement il existe depuis des siècles, mais il est consubstantiel à notre pays. C'est-à-dire comme la commune, le pays ne peut exister sans lui, il ne peut exister sans le pays. Ce sont les États généraux. Alors, les États généraux, c'est pas ceux de 1789. On n'ose plus aller vers les États généraux parce qu'il y a eu 1789. Ça s'est effectivement très mal passé. J'y reviendrai. Mais les États généraux, c'est quelque chose qui, à minima, a 8 siècles d'existence. Les premiers États généraux, ils arrivent en 1302 à Notre-Dame, avec justement Philippe le Bel, qui est défié dans sa souveraineté par le pape de l'époque. Il faut financer la guerre de Flandre, le trésor est vide, et le clergé français est très riche. Alors on va aller taxer le clergé français. Le pape refuse cela et bulle après bulle essaie de contenir le roi de France dans cette velléité. Et donc pour la première fois, le roi de France réunit les 3 États de la France, clergé, noblesse, tiers État, et en fait passe un contrat avec la nation. Jules Michelet estime que c'est la vraie date de naissance de la nation française, où tout d'un coup, on se découvre faisant bloc, on légitime le souverain, on l'aide à financer l'impôt face à une puissance extérieure qui veut le défier. Si vous prenez le détail des États généraux au Moyen-Âge, 14e et 15e siècle, vous avez eu des États généraux tous les 6 ans. Dès que la nation était en danger de mort, soit parce qu'il y avait des guerres qu'il fallait financer, parce qu'il y avait des jacqueries, les grandes jacqueries de 1357, parce qu'il y avait un problème de légitimité du souverain, États généraux.
j'ai découvert en creusant mon livre que Henri IV s'était converti au catholicisme après des États généraux. Si vous voulez, on a un outil à notre disposition depuis des siècles. Pour la petite histoire et pour les historiens, c'est pas né de nulle part en 1302, tout d'un coup. Non, les historiens remontent, en fait, ça vient de très loin dans notre pays. Ce sont les chants de Mars, les chants de mai, mérovingiens, carolingiens. Ce sont au 5e siècle, en 418, l'empereur romain qui réunit les 7 provinces de Gaule en Arles et qui voulait une assemblée annuelle. En fait, au fond, les ancêtres des États généraux datent de Sainte-Geneviève, c'est-à-dire pour moi, la naissance de la France. On a ça à notre disposition. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas les réutiliser? Parce que 1789 a été une catastrophe. Parce que 1789, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le souverain était faible. Pas parce que Louis XVI était faible, mais parce qu'après les échecs des assemblées de notables de 1787, qui peuvent ressembler à notre grand débat, eh bien, Louis XVI convoque les États généraux, ça démarre bien, le dauphin, son fils aîné, meurt. Pour la petite histoire, et alors là, il perd la main. Il perd la main sur les débats, sur l'Assemblée, et en fait, ce sont les radicaux qui prennent le pouvoir. Pour la petite histoire, le soir du sermon du jeu de paume, Marie-Antoinette et Louis XVI étaient à Marly, ils étaient très loin de Paris, en train de faire le deuil, de pleurer leur enfant mort. Résultant de tout cela, si on veut faire des États généraux, il faut un souverain fort, qui ait une pleine légitimité. Quel est le moment où le souverain dans la Ve République a une pleine légitimité? C'est juste après son élection. Pour ça que moi je plaide pour des États généraux, pour que le prochain président, quel qu'il soit, c'est pas un sujet, les gens savent sans doute que j'ai beaucoup soutenu Emmanuel Macron avant qu'En Marche ne s'appelle En Marche, peu importe que ce soit lui ou un autre, je plaide pour que le prochain président convoque des États généraux à la sortie de son élection. C'est pour moi le seul moyen que l'on a aujourd'hui de pouvoir réécrire sans violence le contrat social du pays. Alors, qu'est-ce que cela ne sera pas? Évidemment, ça ne sera pas le grand débat. Le grand débat, ça a été une tartufferie. Le grand débat, je pense qu'on a usé et abusé de la parole des Français. Il y a eu 2 millions de contributions écrites, emails, etc. Il y a eu 10 000 réunions locales. Les Français, on a vu, ont joué le jeu. Ça s'est terminé sur un magnifique théâtre présidentiel, avec un courage physique du président, mais c'était du théâtre. Alors, un très beau théâtre, ça se jouait à huis clos devant des centaines de maires, des représentations de 5, 6, 7 heures. On n'était pas loin du soulier de satin de Paul Claudel, c'était assez remarquable, mais c'est tout. Alors, il y avait quand même un résultat tangible, c'est ça a pacifié pour quelque temps le pays qui pouvait menacer de basculer. Mais ça ne va pas être ça, les États généraux. Pour moi, les États généraux pleins, ils doivent finir avec l'écriture d'une nouvelle constitution, la réorganisation des pouvoirs en France, ça on pourra s'en parler, sur d'abord redonner du pouvoir. Quel est le génie français? Le génie français, ce n'est plus, ça a pu l'être à un moment, ce n'est plus une structure étatique jacobine, technocratique, qui va décider d'en haut ce qui est bon pour le peuple avec laquelle elle est de plus en plus étrangère. Non, le génie français, ce sont les gens. C'est les Allemands le reconnaissent d'ailleurs, c'est notre génie du système D, notre génie de l'adaptation au terrain, notre génie de la liberté d'initiative, de la création. On a étouffé, on a tué notre génie avec les Jacobins. Et petite parenthèse sur le XXIe siècle, quand vous êtes dans une société, un monde, je n'aime pas horizontal, mais en tout cas en réseau, en mouvement, la verticalité, elle doit exister à certains endroits, très clés, très régaliens, mais sinon, elle est une empêcheuse de prospérer en paix et de faire émerger les bonnes solutions. Cela débouchera sur un changement de constitution, évidemment des lois, décrets, et pardon, j'ai une porte qui s'est ouverte.
Et puis, on a une chance qui est qu'aujourd'hui, nous avons à notre disposition des outils numériques qui vont permettre à la fois de faire émerger une qualité de débat et de thèmes du terrain, et probablement assez naturellement de faire émerger des délégués, je dirais un mot sur les délégués, des délégués locaux qui porteront les différents thèmes des débats locaux pour aboutir à cette réécriture. Les deux dangers, les deux erreurs à ne pas commettre, donc les deux erreurs de 1789. Donc il faut pas un souverain faible à la sortie de l'élection. Ça n'aurait aucun sens de faire des états généraux aujourd'hui. Et l'autre erreur, ou en tout cas l'autre chose à regarder comme l'huile sur le feu, c'est contenir, neutraliser à l'avance, prévenir ceux qui vont voir dans les états généraux une occasion rêvée de prendre le pouvoir dont ils savent qu'ils ne pourront jamais le prendre démocratiquement, c'est-à-dire l'extrême gauche, et en particulier l'extrême gauche insurrectionnelle. Nous avons des professionnels des assemblées, des professionnels de la manipulation d'assemblées, de la désinformation qui existent dans l'extrême gauche. Il faut prendre le risque du débat, il faut se donner quelques garde-fous. Le premier des garde-fous, c'est les délégués devront prêter serment à la démocratie, c'est-à-dire quelle que soit la constitution que l'on écrit, elle ne peut être que démocratique. Et évidemment, on connaît les meneurs insurrectionnels. D'ailleurs, on les a vus revenir à grande vitesse pendant les Gilets jaunes, et il faudra se donner les voies et les moyens de les neutraliser. J'espère ne pas abuser de mon temps, juste 3 minutes sur les thèmes. Les thèmes, j'en propose dans mon livre. Ce que je trouve intéressant, c'est que la crise actuelle vient chambouler et ou remettre à l'endroit plusieurs piliers de notre société. Je vais en prendre 2. La famille. La famille, je vous mets au défi de prendre tous les discours politiques publiques depuis 3 mois du président, du Premier ministre, vous ne trouverez pas le mot famille. Vous ne trouverez pas le mot solidarité familiale, comme si cela n'existait pas. Eh bien, raté. On a vu avec la crise du coronavirus que la première des solidarités dans ce pays, elle était familiale. Que le confinement a réussi, pas parce que les Français étaient des héros, etc., mais parce qu'ils ont su, parfois de façon douloureuse, ou voilà, les 3 mois de confinement conjugal, ça réussit plus ou moins aux uns et aux autres, mais ils ont su faire bloc, faire famille, malgré tout. Donc ça, je pense que cela sera fortement revisité pendant les états généraux. Deuxième thème, j'en prendrai un troisième. Deuxième thème, c'est, vous voyez bien, nous voyons bien, que pour le meilleur et pour le pire, le lien entre le travail, l'effort d'un côté, et la rémunération et la création de patrimoine de richesse de l'autre, est en train d'exploser sous nos yeux. 2 exemples. Aujourd'hui, et ça pour moi c'est très dangereux, des millions de Français sont en train de s'installer depuis des mois dans l'idée que c'est OK d'être payé pour ne pas travailler. C'est OK. Non seulement c'est OK, mais le gouvernement nous y encourage et c'est bien. On est en train de casser quelque chose de fondamental. Nos enfants le voient ça, le sentent. Je passe sur les résultats du bac qui ont été encore plus forts cette année que… Bon. Quand aux États-Unis, et c'est la même chose en France, vous avez 40 millions de personnes qui deviennent demandeuses d'emploi et que le Dow Jones explose parce que le quantitative easing, parce que les taux d'intérêt négatifs, vous cassez monstrueusement le rapport entre l'effort, le travail social et la création de richesse. Ça, si on ne l'adresse pas, ça va mener au pire, c'est-à-dire on est en train de catapulter des inégalités patrimoniales, des inégalités sociales, ou alors, si on prend le taureau par les cornes, ça peut déboucher sur le meilleur,
Je pense notamment à quelque chose qui aurait fait bondir plus d'un esprit il y a 2-3 ans, mais qui est le principe d'un revenu universel. Alors, il y a plusieurs sources philosophiques au revenu universel. Il y a une source communiste, une source chrétienne. On pourra s'en parler tout à l'heure. Troisième exemple d'une thématique de débat. Vous avez vu à quel point, à l'exception notable de Nicolas Sarkozy, les présidents, depuis 2 voire 3 décennies, ont mis de côté, de façon systématique, la question brûlante, mais décisive pour la cohésion de notre pays, de l'islam. Voilà. Comme disait un conseiller d'Emmanuel Macron, à qui je demandais, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais d'islam radical, d'islam? Parce qu'on ne veut pas le mettre dans l'esprit des gens. Si on n'en parle pas, le problème n'existe pas. C'était la veille de l'assassinat, de l'égorgement de l'officier de gendarmerie, pardon, son nom est... vous allez m'aider à retrouver son nom, pardon. Vous voyez de Beltrame. Pardon? Beltrame, non? Beltrame, pardon. Oui, Beltrame. Bon, l'islam, on ne peut pas faire l'économie d'un vrai débat, d'une vraie discussion sur l'islam. Ce que nous savons, c'est que rouvrir la loi de 1905, qui était une loi d'apaisement, c'est rouvrir la boîte de Pandore. Hartung. Faire une loi, un décret à la va-vite, ça va être pire que tout. La seule chose que nous pouvons faire, que nous devons faire, c'est d'insérer cette question décisive pour l'unité de la nation et son avenir dans des états généraux. C'est-à-dire, qui voulons-nous être ensemble? Qui pouvons-nous être ensemble? Est-ce que nous pouvons accepter le ramadan, le voile? Pourquoi pas? Est-ce que nous pouvons accepter la négation de la liberté de conscience et qui se traduit par la criminalisation de l'apostasie? Je ne crois pas. Est-ce que nous pouvons accepter une forme de sacralisation de la violence? Est-ce que nous pouvons accepter une inégalité ontologique entre les êtres, entre les hommes et les femmes? Est-ce que cela peut faire partie du nouveau contrat social français? Je crois qu'on a un rendez-vous de vérité là. Je dois dire, je ne suis pas un sarkozyste, je veux dire que le seul qui ait eu le courage d'approcher la chose, mais qui a vite buté sur des influences, etc., c'était Sarkozy. Voilà. Les États généraux de 2022 incluront la question de l'islam. Sinon, nous nous racontons des histoires sur qui nous voulons être demain ensemble. Voilà. J'ai été un peu long. Ce sont des premières... merci Édouard Tétrault, merci. Éléments que je vous envoie et je serais très heureux d'être alpagué et défié par les délégués des États généraux que vous représentez. Très bien, merci Édouard Tétrault, merci énormément aussi à Pierre Delauzin. Je crois qu'il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées bien avant, en tout cas, cette rencontre. On va demander à Olivier Bonassi de démuter son micro et éventuellement de réagir, de rebondir sur les propos que nous avons entendus. Non, les 2 interventions étaient vraiment très intéressantes. Merci à vous 2. Édouard, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont mis ça en œuvre? Et puisque la France ne l'a pas refait depuis 1789, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont fait l'équivalent? Et est-ce que ça te paraît, est-ce que tu vois un modèle comparable dans le présent, quoi, quelque chose qui a abouti sur le plan technique, sur le plan de la méthode, sur le plan… Parce que moi, je suis très dubitatif. On a encore vu là, les 150 propositions d'écologie, c'est n'importe quoi. Enfin, est-ce qu'il y a des entreprises ou des nations ou des collectivités qui ont réussi à mener un débat dans une société aussi éclatée, fracturée, tout ce que tu veux? Est-ce que tu as un exemple? Alors, d'abord, c'est une spécificité française. Hein, c'est lié, mais c'est intriguant. Hein, enfin, si vous prenez… Alors, mon livre a un énorme avantage, c'est qu'il est très court. Mais si vous donnez les quelques minutes pour lire, c'est étonnant de voir que le fil de la nation s'est tissé
avec et grâce à ces États généraux. Qu'à chaque moment de révolte, de non-consentement à l'impôt, c'est comme ça qu'on a financé la guerre de 100 ans, c'est comme ça. Bon. Donc c'est une spécificité française. Je réagis sur la Convention citoyenne. Le principe du tirage au sort n'est pas un mauvais principe, parce qu'il permet de faire émerger, si on construit bien les quotas, il permet de faire émerger des voix que l'on n'entend jamais. En revanche, c'est plus qu'une tartufferie, c'est la mascarade de la Convention citoyenne. C'était quoi? C'est que les 2500 personnes ont été effectivement tirées au sort. Simplement, après, elles ont été appelées. On les a appelées une par une. Alors, pardon, je vais prendre… allô, Pierre Delozan, voilà, est-ce que ça vous intéresse, la Convention citoyenne pour l'écologie, d'être délégué, d'être… Écoutez, oui, mais moi, quand même, il y a quelques éléments de finances publiques, de PIB, que, bon, mais écoutez, très bien, vos priorités ne sont pas celles-là, vous n'êtes pas délégué. Allô, un tel, est-ce que ça vous intéresse, la Convention citoyenne pour l'écologie? Ah oui, absolument, je suis végane. Ah bon, vous êtes végane? Venez. En fait, les 2500 personnes étaient tirées au sort, les 150 retenus étaient tous des aficionados. Ça va pas, ça. De la même façon, on a imposé d'en haut et absolutisé le thème de l'écologie. Or, il y en a d'autres, il y a d'autres urgences, à commencer par la fin de mois. Donc, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on tâtonne, on essaye. On a essayé le grand débat. On a vu un enthousiasme qui a été découragé parce que ça n'a débouché sur rien. La Convention citoyenne, il y a eu un travail, ça interpelle, comme on dit. C'est le Conseil économique, social et environnemental, pour lequel je n'ai pas beaucoup de tendresse en soi, essaie de se muer justement en ce forum permanent. On sent, on tâtonne, on cherche quelque chose. Je crois que la clé, c'est un souverain suffisamment fort, donc un président, qui va accepter le principe de lâcher un peu de son pouvoir à l'issue de ces états généraux. En fait, la clé, c'est pas facile, hein, mais la clé, c'est de faire confiance au peuple. La clé, c'est, j'ouvre mon livre avec cette très belle dédicace, très belle citation de Marc Bloch. Notre peuple mérite qu'on se fie à lui et qu'on le mette dans la confidence. Voilà. Vous verrez la citation. Sans cette confiance, on n'arrivera à rien. On le voit, on le sent. Olivier, pour répondre à ta question, peut-être que le modèle démocratique suisse est celui qui ressemble le plus, avec les votations régulières, à ce que nous voudrions voir se mettre en place. Merci. Merci. On a une intervenante, Iris Renaud, qui désire éventuellement donc poser une question. Si tu peux démuter François Digard et Iris Renaud, s'il te plaît, Olivier, ce serait super. Voilà, Iris, tu as la parole, tu peux te démuter. Allô, allô, allô. Iris, il est où? Je vois pas son nom. Voilà, il a levé la main, Iris Renaud. D'accord. Iris Renaud, sinon tu peux donner la parole, démuter Monsieur François Digard aussi. Ça y est, lui, il est fait. Super. Alors, cher François, tu as toute la parole. Merci à tous les deux. C'est aussi voire plus agréable encore de vous entendre que de vous lire. Je voudrais poursuivre sur ce que vous disiez, Édouard, sur le fait de faire confiance aux Français. On n'a plus trop la culture du débat. C'est quelque chose que François-Xavier Bellamy dit souvent. Il parle de la perte de la conversation civique et de cette capacité à s'écouter, à penser que l'autre a peut-être une parcelle de vérité et que on peut ensemble trouver et approcher la réalité. Qu'est-ce qui vous donne confiance dans la capacité d'une assemblée d'États généraux pour arriver à trouver rapidement cette culture du dialogue civique?
peut-être ce qui m'inciterait à avoir confiance, c'est que quand on se croit fort et invulnérable, on se dit je vais pouvoir imposer mon point de vue à l'autre. Et soit parce que j'aurai la majorité, soit parce que je serai plus fort. Ce qui est intéressant avec cette crise sanitaire et celles qui viennent, c'est que l'on va probablement se découvrir tous vulnérables. Et que cette conscience d'une vulnérabilité universelle et partagée va faire, c'est un acte de foi peut-être, mais va faire que je parie davantage sur quelques hommes et femmes de bonne volonté qui sont capables de transcender leurs intérêts particuliers. Et un homme comme Laurent Berger, pour moi, fait partie de ces personnes-là. Je vais au-delà de ce que mes mandants me demandent. Parce que j'essaie de travailler pour le pays. Je pense que la conscience de notre vulnérabilité va nous aider à retrouver, je l'espère, cette capacité à débattre et à converser ensemble. Je prends un exemple dramatique dans mon livre, et au fond, de toute façon, c'est la dernière expression moderne de ce que pouvaient être des États généraux après 1789. Ça peut en faire bondir quelques-uns, mais c'est le Conseil national de la résistance. C'est au fond le Conseil national de résistance. Alors là, c'est des délégués particuliers au péril de leur vie, à chaque instant, risquer leur vie. On se retrouve communistes, socialistes, gaullistes, de droite, de gauche, croyants, non-croyants, ouvriers, grands bourgeois. On a des différences, des divergences monstrueuses, mais il y va de notre survie. Qu'est-ce que l'on veut être ensemble ? Alors c'était des débats animés, c'est même violent, la rue du Four, etc. Mais au fond, on se sait vulnérable, en danger, et on sait qu'il va falloir retisser des fils, quitte après à reprendre. Allons-y. Merci, merci. Alors, on a toujours Iris Renaud. Donc, est-ce que Iris peut parler, qu'on l'entende? Merci, Iris. Oui, est-ce que vous m'entendez? Iris, alors si vous levez la main, merci de vous démuter. Oui, on t'entend. Oui, voilà, là on vous entend, merci. Oui, très bien. Alors, c'est Tristan. Alors, merci de formuler votre question. Ah, c'est Tristan. Ah, c'est Tristan, ok. Très bien. Tristan, t'écoute. Oui, c'est Iris, peux te présenter, le nom Tristan. de ma femme, oui. Oui, alors je voulais poser une question parce que je trouvais que la formule des États généraux, moi je trouve que c'est un petit peu démagogique parce que faire confiance aux Français, ce n'est pas pour moi les interroger, parce que je pense que les Français savent bien se débrouiller, mais par contre formuler et avoir une vision de la société, je pense que c'est beaucoup plus difficile, et d'ailleurs c'est ce qui est difficile en ce moment, c'est que la bonne vision de la société, finalement, on est découragé de l'avoir par tous les obstacles qui sont dressés contre cette vision. Donc vous avez cité le terme de famille, il y a aussi le simple terme de la France. On a parlé de la France, même le 14 juillet, dans les rues, c'est difficile. Sauf quand il y a un match de foot au même moment. Donc, moi, je pense que je voulais vous poser la question, ainsi qu'à M. Delauzin, pourquoi pas des États généraux, mais finalement, ça donne l'impression que ça donnerait plutôt de la légitimité aux souverains qui n'en tient plus tellement finalement des élections, parce qu'Emmanuel Macron n'avait pas du tout de légitimité au moment de son élection. Depuis le début, il a été élu avec très peu de voix, et c'est possible que ce soit le cas de son successeur. Et donc, le vrai sujet, est-ce que ce ne serait pas plutôt de faire effectivement confiance aux Français dans les domaines absolument essentiels de leur vie, que sont l'éducation, la protection sociale, la liberté d'entreprendre, ce qui voudrait dire non pas essayer de refaire du consentement à l'impôt, mais au contraire, baisser drastiquement les impôts en baissant drastiquement les effectifs de l'État dans l'éducation,
on laisse les écoles privées se développer. Actuellement, elles ne peuvent pas le faire. On arrête de recruter des fonctionnaires dans l'hôpital et à la place, on laisse des agents privés, des organisations privées se développer, qu'elles soient associatives, qu'elles soient à but non lucratif ou lucratif, avec du financement d'assurance privée. Et puis surtout, on arrête de faire payer des impôts aux petites entreprises qui, d'après les études du Trésor, payent 3 à 4 fois plus d'impôts par rapport à leur chiffre d'affaires que les grandes entreprises. Et ces mesures-là, je pense que on peut. La difficulté que j'ai avec les États généraux, c'est que c'est pas sorcier. Ces mesures-là, c'est les mesures qui sont appliquées partout ailleurs, dont on n'a pas le droit de parler en France. Est-ce que vous pensez que les États généraux, ça va permettre d'en parler? Je ne le pense pas du tout. Par contre, qu'est-ce qui empêche un souverain qui a une claire vision de ce qu'il faut faire qui se prend les moyens pour le faire, parce que ça ne se fait pas brutalement, c'est des changements qui se font petit à petit. On laisse petit à petit les écoles qui ne sont pas sous contrat prendre un contrat sans leur imposer des conditions drastiques. On laisse les hôpitaux qui sont en contact avec des assurances développer les services que ces assurances estiment plus efficaces. On n'interdit pas aux assurances privées de définir des parcours médicaux. Et puis, on laisse les petites entreprises, les chefs d'entreprise, épargner tous leurs bénéfices. Et puis, on ne le taxe pas tant que c'est épargné, que ce soit pour la retraite du chef d'entreprise ou pour ses salariés. Voilà, c'est... Merci. Je pense que c'est plus concret. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut donner la parole tout de suite à Pierre Delozin déjà pour une première réaction? Merci. Pierre Delozin. Oui, est-ce que ça suscite? Oui, je pense que c'est un point tout à fait essentiel. Alors, on ne peut pas opposer le niveau politique central et l'autorité centrale d'un côté, et puis le travail de décentralisation et de desserrement de l'emprise étatique de l'autre. Parce que, effectivement, parmi les choix que je citais tout à l'heure, l'un des prioritaires est évidemment de desserrer le carcan français dans sa spécificité. Alors, la prolifération bureaucratique, elle est dans tous les pays développés, mais nous avons indéniablement un record et de loin, et sur la pression fiscale et sur l'encadrement réglementaire. Donc, il y a un besoin considérable de dégagement de liberté, et l'État en a besoin à la fois, évidemment, financièrement, ce n'est pas la meilleure raison, mais financièrement pour diminuer ses dépenses, mais diminuer aussi, deuxièmement, ses soucis, ses obsessions et les responsabilités, c'est-à-dire ce qu'on attend de lui. Vous avez cité l'éducation, ça me paraît complètement fondamental. Moi, j'appelle l'éducation nationale française la dernière institution soviétique de la planète, parce qu'elle est typiquement de fonctionnement soviétique. Aucun pays, à ma connaissance, d'une taille comparable ou supérieure, n'a une institution comparable, si je mets à part l'armée rouge, bien sûr. Donc, nous avons là une volonté de gérer par le haut et dans les détails l'ensemble de l'activité éducative qui est totalement aberrant. Ailleurs, vous avez évidemment une prépondérance d'enseignement public, mais cet enseignement public est très largement déconcentré. Et vous avez dans beaucoup d'endroits, ou traditionnellement, ou dans des expériences récentes, notamment en Grande-Bretagne, des écoles privées, mais pas nécessairement des écoles privées purement privées comme nous le comprenons. Ça peut être aussi des formes de démembrement du système public, c'est-à-dire des professeurs qui montent un projet éducatif et qui ont accès à des financements comme pourrait l'avoir une école publique. Ça serait une formidable libération d'énergie. Or, et les calculs montrent sur la base des écoles hors contrat, donc je m'étais pas mal occupé puis j'ai été longtemps au conseil de la Fondation pour l'école, ça coûterait en plus sensiblement moins cher pour un résultat qui serait bien meilleur et dans lequel les personnes se réapproprient le sujet. Parce que protester contre un État parce qu'on n'est pas content, par exemple, des prestations en matière d'éducation, signifie qu'on sera constamment insatisfait. Parce que constamment, ça ne sera pas ce qu'on voulait ou ce qu'on attendait, et surtout dans les conditions de contrainte où nous sommes. Tandis que prendre en main la question et s'en occuper, du coup, vous donne à la fois beaucoup plus de marge de manœuvre et beaucoup plus de satisfaction. Donc c'est évidemment la voie qu'il faut faire. Mais pour faire ça, il faut évidemment que le pouvoir lui-même soit fort, parce que s'il n'est pas fort,
Et s'il ne montre pas sa force dans d'autres domaines qui, lui, eux, sont plus naturels, c'est-à-dire des régaliens, il ne pourra pas le faire. Comprenez? Parce que si vous prenez l'éducation nationale, si vous faites ce que je dis là, même en expliquant que ça se fait dans la plupart des pays, vous allez avoir plusieurs mois extrêmement difficiles où les syndicats patentés de l'éducation vont se révolter contre vous, pour des raisons d'ailleurs largement idéologiques, mais vont se révolter contre vous. Donc il faut tenir par rapport à ce genre de choses. Donc il faut un pouvoir relativement fort. Alors, est-ce que les États généraux sont un moyen efficace? Moi, l'idée me paraît sympathique au départ, mais je suis un peu sceptique. Elle est sympathique parce qu'effectivement, il y a l'idée d'un rassemblement des forces du pays qui dialoguent, et qui dialoguent autrement que dans des voies conventionnelles. Et c'est très certainement comme ça que ça a fonctionné, en gros, entre Philippe le Bel et Louis XIII, où il y a eu les derniers. Mais à l'époque, c'était faiblement idéologique. L'idéologie n'était pas là. Les pays où il y avait des bagarres idéologiques sur le plan politique, comme l'Italie entre Guelf et Ghibelin, à mon avis, ça n'aurait pas été possible. Et donc, il y a une difficulté de base qu'on a observée en 1789, où le problème n'était pas simplement les limites ou de Louis XVI ou la conjonction politique, mais aussi quand on regarde la confection des cahiers de doléances, ils ont été largement filtrés idéologiquement. Et les élus eux-mêmes étaient d'une façon importante choisis idéologiquement, non pas par l'administration évidemment, qui n'avait aucune idée de tout ça, mais par tout simplement les sociétés de pensée diverses et variées qui ont largement canalisé et orienté le processus. Et sur ce plan-là, ça ressemble à notre dernière convention citoyenne, parce que le citoyen, par lui-même spontanément, évidemment, on n'a pas des idées précises sur beaucoup de sujets. Moi-même, si j'y allais, il y a beaucoup de sujets auxquels je ne connais rien précisément. Et à ce moment-là, évidemment, on travaille sur la base de ce qui vous est offert. Et donc, le danger, cette canalisation idéologique qui serait encore plus compliquée par le fait que vous avez ici aujourd'hui des dominantes idéologiques qui ne sont pas dans le bon sens, qui ne sont pas constructives. Et deuxièmement aussi, parce qu'il n'y a pas d'unanimité dans ce sens-là. Donc, ça risque d'être très difficile à gérer. Ceci dit, l'idée en soi-même de rassembler toutes les forces du pays dans une optique de reconstruction est évidemment une bonne idée. Mais elle suppose quand même, comme effectivement cela vient d'être dit, un président élu qui ne soit pas élu en ayant au premier tour 20 et quelques % des voix. Ouais. Merci Pierre Delezin. Peut-être que Édouard Tréteau ne va pas manquer de réagir. Merci. Non, mais très rapidement, mais c'est pour reprendre, par exemple, j'ai du mal à ne pas être d'accord avec l'intervenant, c'était, comment il s'appelait Tristan. Voilà, Tristan. Si vous voulez, moi, quand je vois la façon dont se sont comportés, on me dit que c'était une minorité, mais enfin une très grosse minorité des enseignants, les postiers, pendant la crise, je plaide pour vraiment, je ne suis pas content des impôts que je paye. Si on prend uniquement ce point-là, je doute qu'un élu, un président, un gouvernement ait le courage de dire avec moi, nous allons baisser la facture, l'impôt que payent les Français de 10, 15, 20, 25%. Pourquoi ? Parce que c'est accepter de s'amputer d'une part très importante de leur pouvoir. Est-ce que vous avez vu la jouissance malsaine avec laquelle le président de la République, au début du confinement, a expliqué dans une interview au JDD qu'au fond, ils avaient nationalisé les salaires. Extraordinaire, nous avons nationalisé les salaires. C'est formidable, je contrôle tout avec l'arme budgétaire. Donc, justement, si on veut, et c'est un objectif partagé, moins d'impôts et pour remettre la richesse, l'initiative vers le terrain, soit les écoles, les entreprises, etc., je crois justement qu'il faut, c'est la sagesse populaire, c'est l'intelligence collective. Je crois beaucoup à l'intelligence collective générale et notamment si on l'organise avec les outils numériques que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Je crois que si on passe par des états généraux, justement, on pourra y arriver. En revanche, ça viendra très difficilement d'en haut. Merci infiniment, Pierre
Alors, juste peut-être plusieurs questions à la fois, ça serait super. Si on peut démuter Jean Maher et François Martin, s'il te plaît, Olivier, ce serait bien qu'on prenne un peu quelques séries de questions. Et puis, on aura la possibilité d'avoir plusieurs interventions comme ça de Pierre Delozin et d'Édouard Tétrault. Merci. Alors, Jean et François. Vas-y, peut-être François. Vas-y, François. Bon, bonsoir, François. monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Pierre. Je suis heureux de vous écouter. Monsieur Tréteau, je vais être un peu l'avocat du diable. Il en faut un peu de temps en temps. Je trouve, si vous me permettez, votre proposition sympathique, mais extrêmement naïve. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, je trouve qu'elle est un peu de nature pacifiste, si je peux dire. Parce que le problème d'aujourd'hui, il y a une grave crise de confiance, mais la crise de confiance, elle est motivée par deux fractures. Une fracture sociale extrêmement grave et une fracture ethno-culturelle qui est extrêmement grave. Vous avez lu Yvan Rioufol comme moi, La guerre civile qui vient. Vous avez lu les projets islamistes sur la France. Vous avez lu Jean-Frédéric Poisson. Vous avez peut-être lu aussi Lina Murnémé. Vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas là pour dialoguer, mais qui sont là pour prendre le pouvoir. Vous l'avez un peu cité quand vous avez parlé de l'extrême gauche, mais il n'y a pas que l'extrême gauche. En même temps, vous avez une fracture sociale qui est extrêmement… Donc, quand vous essayez de résoudre un problème, il me semble que vous voulez résoudre un problème d'horizontalité en faisant abstraction de la verticalité. Or, la crise de confiance vient, à mon avis, du fait qu'au départ, l'État n'assume pas ses missions. Ses missions, c'est l'ordre et la justice à l'intérieur et la protection des frontières à l'extérieur. C'est ça les missions symboliques de l'État. Vous ne pouvez pas avoir un dialogue dans un groupe si au départ, vous n'avez pas de verticalité et vous n'assurez pas l'ordre, parce que vous allez promouvoir la guerre civile si vous le faites. Donc, si vous assurez au départ l'ordre, vous l'avez dit un petit peu, mais c'est ça qui me semble la priorité, je pense qu'il faut au départ, si l'État assume ses missions symboliques qui consistent à d'abord maîtriser l'ordre, après vous pouvez créer un dialogue une fois que vous avez recréé la confiance parce que vous tenez les rênes du pouvoir. Mais si vous ne les tenez pas, vous ne pouvez pas assurer de dialogue. Donc, je ne dis pas que votre idée n'est pas bonne, mais je dirais que dans la situation actuelle et par rapport au risque de guerre civile d'aujourd'hui, c'est certainement pas, à mon avis, la priorité. Je vous laisserai répondre. Alors, ça, c'est ma question pour vous. Et j'avais une question très, très courte pour Pierre. Cher Pierre, je voulais vous interroger par rapport à la dette. Parce que vous savez qu'il y a des thèses qui courent, en particulier celle de l'économiste en chef de Natixis, Patrick Artus, ou d'autres qui disent que de toute façon, la dette n'est pas si grave parce que comme tout le monde s'est endetté en même temps, personne ne la remboursera. Et qu'on transforme de la dette en inflation et que jamais personne ne la paiera. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette idée qui me paraît peut-être juste, mais qui me paraît un peu folle. Voilà. Merci, cher François. On prend une deuxième question juste après. Jean Maher. Cher Jean Maher, si tu peux te démuter, ou alors Olivier, démute-le. Voilà, Jean, à toi la parole. Courtement les questions, s'il vous plaît. Je suis ravi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vas-y, Jean. Je suis ravi qu'on a parlé de l'islam et qui doit être inclus dans les États généraux de demain. Mais les États généraux, c'est de demain, peut-être 2022 ou peut-être jamais. Et une idée extraordinaire, réalisable ou pas, ça, on le verra bien. Mais l'islam aujourd'hui, en France, sans attendre si les États généraux vont se mettre en route ou pas, et je prends l'exemple de ce qui se passe avec Erdogan, qui prend une décision très, très symbolique, plus symbolique qu'autre chose, pour démontrer un peu la suprématie de l'islam. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une islamisation et les frères musulmans et les salafistes et les intégristes qui s'infiltrent un peu dans toutes les institutions de la société française. Donc, ma question à Édouard,
c'est comment aujourd'hui, et non pas demain, réagir. Est-ce que les députés, est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que le pouvoir, est-ce que le gouvernement doit être un peu réveillé? Voilà, merci. Merci Jean. Alors peut-être une réaction de Pierre Delauzin, parce qu'il y a une question qui lui a été posée directement. Mon cher Pierre. Oui, sur la question de la dette, c'est le problème des économistes, c'est qu'ils disent des choses qui heurtent le sens commun. Parce que, vous comprenez ici, expliquer que l'on peut avoir des déficits illimités et s'endetter de façon illimitée du moment que tout le monde fait pareil, c'est évidemment pas très crédible, parce que ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, on a trouvé une recette complètement magique. Bon, en l'espèce, ça tombe sur plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que un des moyens de régler ça, c'est effectivement l'inflation. L'inflation, effectivement, efface les dettes, parce que les deux prurites de dettes publiques massives que nous avons connues par le passé, c'est 14-18 et 39-45 dans tous les pays combattants, et ça s'est soldé par ce que Keynes appelait l'euthanasie des rentiers, c'est-à-dire tout simplement la ruine des rentiers. Autrement dit, évidemment, si les créanciers perdent leurs actifs, le problème de la dette se règle. S'ils le perdent de fait, pas par répudiation, mais par inflation. Je ne suis pas sûr que ça corresponde complètement à l'intérêt général ni que ce soit totalement satisfaisant. Mais deuxièmement et surtout, l'idée implicite dans ces propositions, c'est que tout le monde est dans la même situation. Ce n'est pas du tout vrai. La capacité des États-Unis à faire des dollars n'a rien à voir avec la capacité de la France à faire des euros. La France n'a pas de capacité à faire des euros. L'euro est déterminé à Francfort et de façon communautaire. Alors, il est de fait que l'Allemagne a accepté beaucoup de choses qu'elle n'avait jamais acceptées auparavant, mais il n'empêche que les priorités, les déterminantes de la vie politique allemande ne sont pas du tout les nôtres. Et que donc, des mesures qui aboutiraient effectivement à ce que la monnaie perde massivement sa valeur, en Allemagne, c'est l'horreur. Pour eux, il y a un lien psychologique pavlovien direct entre ces événements-là et l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes réactions par rapport à nous. Et deuxièmement, une crise de la dette dans un pays européen ne se présente pas du tout de la même manière qu'une crise de la dette aux États-Unis. Aux États-Unis, en dernière analyse, si le gouvernement fédéral vous a promis de vous rembourser $1 million dans un an, il peut fabriquer $1 million. C'est faisable. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que ce n'est pas des raisonnements extrêmement féconds. C'est vrai que la marge de manœuvre est plus grande que ce que le bon sens laisserait penser. Elle n'est pas illimitée. C'est comme quelqu'un qui se déplace sur une branche en s'éloignant du tronc. On ne sait pas quand il va tomber, mais on sait qu'à un moment donné, il va tomber. Merci Pierre Delauzin. Édouard Tétrault, il nous reste encore 6 minutes. Bon, je vais essayer d'être rapide. D'abord, pour répondre à Jean Maher, ensuite François Martin. Pour Jean Maher, il y a une conscience au gouvernement du problème de la dangerosité de l'islam politique, de l'islamisation de la société française. Voilà. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu 3 ans avec 2 ministres de l'Intérieur, l'un incompétent, l'autre fatigué, pour rester courtois. On a perdu 3 ans. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Premier ministre, et sans être trop dur sur le Premier ministre sortant, on a perdu aussi 3 ans avec un Premier ministre qui avait une vision pas angéliste, mais il était urgent de laisser de côté le sujet difficile de l'islam. Là, on a un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur qui sont déterminés à faire face. Le Premier ministre, alors, est peut-être plus d'une culture radicale socialiste franc-maçonne que catholique, voilà. Mais il est farouchement déterminé, vous avez vu les premières décisions qu'il a prises, farouchement déterminé à prendre le taureau par les cornes. Bon, ça c'est un petit peu pour les initiés, mais il y a peu de gens qui auraient pu exécuter l'ancien secrétaire général du gouvernement, Marc Guillaume, avec autant d'efficacité et de détermination. On a un homme de caractère qui sait trancher et qui a en horreur
la dynamique d'islamisation qui existe dans de nombreuses, on ne va pas dire quartiers, mais dans de nombreuses villes en France. Gérald Darmanin, c'est intéressant, Gérald Darmanin s'appelle Gérald Moussa Darmanin. Son grand-père était musulman, harki. Il a en lui une identité, une culture, foi, je ne crois pas, mais musulmane. Quand vous discutez avec des musulmans de France, ils l'ont repéré, ça. Et ils disent, ah, lui, on comprend. Lui, on le... Donc, il se passe quelque chose. En 1 an et demi, il se trouve, c'était du temps de Gérard Collomb, il y avait eu une réunion interministérielle, il était passé en réunion interministérielle, un projet qui ressemblait un petit peu à ce que Napoléon a fait, qui était pour le consistoire des Juifs de France. Et il y avait un projet équivalent pour les musulmans de France. C'est tellement âpre comme question que je continue. Il faut éviter la démagogie d'un référendum et éviter la rapidité d'une loi, d'un décret. Je continue de plaider pour ma paroisse, sans jeu de mots, et je pense que ça s'insère vraiment dans des états généraux. Pour répondre à François Martin, qu'ils me le prennent pas mal, mais je crois qu'il y a un peu de naïveté de sa part dans sa croyance absolue dans l'ordre qui va tout résoudre. Je crois que c'était Talleyrand qui expliquait qu'on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Je ne crois pas que il va y avoir, et ça commence avec Darmanin, je suis très heureux qu'il soit ministre de l'Intérieur, une réaffirmation de l'autorité graduelle. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et je crois, ça j'ai ma conviction profonde, c'est que si nous ne tentons pas le pari, parce que c'est un pari, de la prise de parole, de l'intelligence collective des Français, de dire... Moi, je rêve d'une France qui me ressemble, plutôt de droite, catholique, provinciale, attachée à la terre, qui pleure en regardant le Crabe-Tambour pour la 18e fois, qui s'émeut de la colline inspirée de Maurice Barrès. On représente quoi? 3%. Puisque nous avons du mal à faire nation avec notre passé, et c'est un amoureux de la France et de son histoire qui le dit, eh bien, au moins, tentons de faire nation avec un projet commun. Et je trouve que le pari le jeu en vaut la chandelle, le pari mérite d'être tenu, parce que sinon, oui, l'alternative que vous décrivez, qui excite, fait fantasmer, etc., de la guerre civile, elle est possible. Et elle réussira, on lui donnera corps si justement on tombe dans le piège de la confrontation. Voilà, si on veut se confronter, ben, allons-y. Nous avons en France une longue histoire des guerres de religion. Je ne suis pas sûr de vouloir pour mes enfants des Saint-Barthélemy du XXIe siècle. Merci. Édouard Tréteau. On a Francine. Tréteau, c'est l'essayiste aux idées bancales. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait une petite déformation là, bancale de mon côté. Merci, Édouard. Francine Nouy, on peut prendre 1 ou 2 questions encore, mais des courtes questions, s'il vous plaît. Nous avons Henri Baclet avec nous, nous avons quelques amis de l'Institut d'études politiques Montalembert. Francine, Louis, est-ce qu'on peut démuter Louis-Marie, c'est ça? Ludovic, aide-moi, s'il te plaît. C'est Francine qui est là. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Très bien. Très bien. Je vous remercie beaucoup de m'autoriser à poser une question parce qu'en fait, je suis une humble chose parmi vous tous. C'est une question, c'est gentil. C'est une question que j'adresse suite à ce que j'ai entendu, notamment de la part de Monsieur Tétrault. Il se trouve que je suis fonctionnaire d'État, je travaille sur l'aménagement du territoire et plus précisément depuis quelques années sur les écoquartiers. On sait que les écoquartiers ont démarré en fait plutôt à partir des échecs du côté politique de la ville. La question que je voudrais vous adresser, si effectivement on veut aller vers quelque chose qui s'appellerait des états généraux,
est-ce que vous ne pensez pas que les obligations qui existent actuellement, par exemple en politique de la ville, de créer des conseils de quartier ou des maisons de quartier, ou dans d'autres sites qui font l'objet de travaux écoquartiers, où il y a des initiatives qui là vont au-delà du légal. Moi-même, en fait, j'ai voulu monter une réunion donc juste avant la période de confinement régionale, avec le soutien du ministère, que j'avais déjà pu organiser l'an dernier sur la participation citoyenne, avec un consultant qui me proposait de travailler avec les collectivités territoriales, je pense notamment aux EPT, puisque mes compétences en fait sont dans le Val-de-Marne, sur le témoignage de directeurs et d'élus qui me disaient « mais on a besoin de vous, l'État, pour instaurer ce dialogue au niveau local et faire sentir aux habitants qu'ils ont une vraie légitimité à prendre la parole, mais plus que ça, en fait, à se saisir de leur vie locale. » Donc, comment voyez-vous cet intermédiaire de choses qui existent, de démarches qui existent, de participation citoyenne, pour prononcer le mot, et puis cet objectif qui, pour l'instant, peut paraître lointain, d'états généraux. Merci. Merci infiniment. Peut-être une dernière question, si une personne veut réagir. Levez la main, tout simplement. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Sinon, on passe à la réponse directement. Alors, oui, il y a une question de Pierre Delozin. Pierre Delozin lève la main. Si tu peux démuter, s'il te plaît, Olivier. Oui, Pierre il est démuté. Delozin lève la main. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, allez-y, allez-y. Je vous en prie, allez-y. Pierre, il faut non, vous démuter non, vous-même. vous me rayez de vos lits, j'en peux plus. Vous m'appelez 25 fois par jour. Merci, au revoir. Non, il faut démuter Pierre Delozin, parce qu'on assiste à une scène de famille avec Henri Baclay. C'est à lui de le faire. Merci de muter Henri Baclay, là. Je ne sais plus qui est au téléphone. Voilà, Pierre Delozin, voilà. Merci. Oui, je voulais revenir sur la question de l'islam. Oui, exact. Je notais les points positifs dans le discours du Premier ministre, mais aussi son insistance sur la laïcité. Alors, l'une de mes convictions, c'est que la manière française de poser la question de la laïcité a plusieurs défauts, mais l'un des défauts importants, c'est son rapport à l'islam. C'est l'idée implicite que toutes les religions se traitent de la même manière. Or, à mon avis, elles ne posent pas du tout les mêmes problèmes politiques. L'ensemble des autres religions telles qu'elles sont aujourd'hui ne posent pas de problèmes politiques significatifs. L'islam, lui, contient une génétique culturelle et une génétique normative qui inclut le politique, qui inclut un certain nombre de règles de vie collective qui constituent une communauté particulière. Et donc, ça demande des moyens tout à fait spécifiques. Autrement dit, le cas de la laïcité peut être gardé par ailleurs, mais il y a un besoin d'aborder spécifiquement un problème qui est totalement différent des autres. Et le poser en termes de neutralité, comme on le fait systématiquement, c'est-à-dire de dire on va prendre des règles et elles vont s'appliquer à toutes les religions, ça n'a aucun sens en l'espèce parce que ça ne répond pas à la question. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un traitement particulier. Alors, ce n'est pas un traitement facile parce que ça suppose à la fois du dialogue et de la fermeté, et notamment de la fermeté sur un certain nombre de principes constitutifs de notre société qui ne sont pas cohérents avec la vision de l'islam. Donc ça suppose forcément qu'on ait un islam qui mute. Si l'islam ne mute pas, la vie en commun sera fondée essentiellement sur des rapports de force. Merci Pierre, je crois que ça plaira énormément à M. Jean Maher. Édouard Tétrault, tu as la parole. Ce sera la dernière intervention avant la conclusion avec Philippe de Saint-Germain. Merci, puisqu'on a dépassé, on s'est permis une petite entorse de 5 minutes. À toi, Édouard. Je souscris totalement à ce que Pierre vient de dire. Effectivement, c'est un peu trop facile de dire, pour ne pas nommer l'islam et le problème que crée l'islam et cette dimension politique, dire, bon, on va taper sur toutes les religions, comme ça, il n'y aura pas de discrimination. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Pierre,
c'est injuste, insupportable, et cela ne peut pas être. Et c'est pour ça que je continue de penser que c'est spécifiquement sur l'islam qu'il faut faire porter une partie des débats des États généraux. Et madame, pour répondre, je ne connais pas assez bien vos fonctions, ce que vous faites, mais ce que vous décrivez est très encourageant. C'est-à-dire que l'État, dans sa capacité de produire de l'intérêt général et d'orchestrer, permettent de faciliter et d'organiser des conversations et des prises d'initiatives locales. C'est le terrain qui sait, mais il faut aussi l'instrument pour faire remonter et faire... et voilà, donc je trouve cette démarche tout à fait intéressante et prometteuse. Merci, Edouard. Donc, petite conclusion de Philippe, qui effectivement, en fait, l'objectif de cette conclusion, c'est d'essayer de tirer de notre travail de ce soir des éléments qui nous permettent de repartir avec la matière sur laquelle on peut travailler, on devra travailler. Et je terminerai simplement la rencontre avec les rendez-vous de la rentrée. Et justement, comment on intègre un peu, je pense, les enjeux et de ce qu'il y a devant nous. Voilà, merci. Alors, vas-y, oui, Philippe de Saint-Germain, il est démuté, je pense. Oui. Non, on ne t'entend pas bien, Philippe. Si tu peux augmenter le son du micro ou t'approcher. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas audible. Hein. Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez ou pas? Vous n'entendez pas? Non. C'est vraiment faible. Hein. C'est faible, oui. Je ne sais pas trop comment faire mieux. C'est sans doute... c'est mieux là. C'est mieux. Bon. Ça va. Je vais faire très très court, sans reprendre tout ce qui a été dit brillamment. Je vais relever simplement le fil conducteur de notre discussion autour duquel on peut garder en mémoire tout ce qui a été dit. Je retiens de Pierre Delauzin un diagnostic sur la faillite du politique, je dis bien du politique en France, qui se dissout dans une culture de la quantité budgétaire et qui est une forme de fuite en avant. On parlait de la dimension d'injustice que cela, et donc de perte de confiance que cela entraîne, dans un contexte où la France perd un peu autorité sur les moyens à mettre en œuvre pour reprendre pour prendre les décisions qui pourraient rassembler le pays. Le défi, c'est de rétablir une capacité d'assurer des choix de rassemblement. Et c'est dans cette problématique que la proposition d'Édouard Tétrault est très intéressante et très novatrice, car le diagnostic, peu ou prou, on le partage tous, sans rentrer dans les détails. La grande question, c'est de savoir comment rétablir la confiance et libérer le génie France réel. Pour reprendre une distinction bien connue, elle a tenu bon, elle a fait face à la crise en se repliant peut-être sur ces cercles de vie initiale, originelle, comme la famille, ces cercles de solidarité, ces cercles d'inclusion qui lui ont permis de tenir bon, et puis le travail aussi, puisque c'est la France qui se lève tôt, qui a permis à la France de persister, de faire front. Donc, le défi, qui est devant nous, c'est de savoir comment on peut redonner cette confiance.
indépendamment des formules habituelles comme celles que j'ai l'impression, ça c'est une conclusion plus personnelle, on retrouve aujourd'hui avec le nouveau chemin que Emmanuel Alors, Macron. ça coupe parfois, hein. Je suis vraiment désolé, ça coupe un tout petit peu, Philippe, ça coupe un tout petit peu. Si tu peux répéter, on n'a pas très bien compris la dernière phrase. D'accord, ben, je vais. Voilà, c'est que le défi, c'est de savoir comment on peut rétablir la confiance, libérer et qui au fond qui tient la main et qui répartit et qui innove dans de nouvelles formules pour donner la parole aux uns et aux autres, mais sans donner vraiment au génie du peuple français, pour reprendre la formule de tout à l'heure, les moyens de se libérer en ayant autorité sur ses choix, sur son travail. Bon. Et je retiens donc dans les grands axes le livre d'Édouard Tétrault, mais dans sa tribune du Figaro, je retiens que les grands axes qu'il donne aux États généraux grand chantier de la quête de sens et de la renaissance culturelle, qui montre que, au fond, quand nous sommes devant une crise qui n'est pas simplement une crise conjoncturelle gravissime, mais une crise culturelle, permettre aux Français de savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire ensemble, fondamentalement. C'est ça le grand défi. Et le pari qui est le nôtre, c'est celui de trouver dans cette conscience commune de notre vulnérabilité qui s'est dégagée pendant cette crise et qui est peut-être la grande vertu à garder en mémoire de cette crise. C'est dans cette conscience commune de notre vulnérabilité qu'on trouvera peut-être le ressort, la volonté commune de trouver des solutions nouvelles pour rétablir peut-être cette société subsidiaire à laquelle nous cherchons à offrir des perspectives, à condition que cette société subsidiaire soit une société ascendante et non pas descendante. C'est le grand défi autour duquel ces... Merci. Ludovic, la parole est à toi. Oui, alors, c'est juste pour vous donner un peu... Merci Philippe. Donc, offrir une véritable perspective. Merci Philippe. Donc, en fait, c'est juste pour reprendre un peu les propos de Philippe et dans la perspective de cette rencontre et de ce qu'on a engagé depuis déjà maintenant plusieurs semaines et de ce qu'on va travailler dans les prochains mois. C'est de se dire, on a bien entendu Édouard Tétrault et Pierre Delauzin, le constat, il est clair, on partage les mêmes préoccupations, les mêmes constats. Devant nous, nous avons des défis énormes. Et le plus grand, au-delà de traverser entre guillemets, la période qui va arriver économiquement, ça va être effectivement de proposer entre guillemets, une réponse politique à un déficit qui n'est pas là pour le coup budgétaire, mais qui est vraiment un déficit démocratique énorme et sans lequel, effectivement, si on ne revient pas effectivement à une politique au sens noble du terme, il sera très difficile de sortir des conséquences de cette crise, je pense. Et donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la proposition des États généraux. C'est quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement dans mon parcours et dans mes études en éthique politique.
j'ai eu la chance de participer à cet exercice effectivement très modeste à l'époque, entre 2007 et 2009, qui était les États généraux de la bioéthique à l'époque, mais qui a été un exercice extraordinaire. Donc j'ai vu que ça peut fonctionner effectivement de manière effectivement. Alors là c'était très très pratique hein, sur un sujet qui effectivement mais qui a engagé un travail avec une vraie dynamique et qui a permis à la fin je pense, de poser des lois et des propositions qui effectivement étaient fortes. Et en revanche, je suis d'accord, je ne sais plus qui l'a dit, le vrai problème des États généraux, c'est la perspective d'une captation idéologique qu'il y a dans l'environnement de ce travail qu'on aura à faire. Le danger, effectivement, c'est que les idéologies, en fait, puissent, entre guillemets, pervertir ce travail. Et essayer de savoir et de se réfléchir comment on peut proposer, effectivement, cet exercice dans sa pleine puissance, en parant, effectivement, tous les problèmes qui peuvent se poser. Alors, ce n'est pas être naïf, c'est effectivement, là, pour le coup, il faudrait être extrêmement proactif, intelligent, mais je suis persuadé que cet exercice sera nécessaire. C'est pour ça que j'embraye et je soutiens effectivement la réflexion d'Edouard. Et c'était marrant parce que c'était un sujet avec lequel j'avais engagé le conseil d'administration il y a quelques mois, en plein milieu de la crise sanitaire. On avait déjà discuté, disons, mais comment on pourra redonner effectivement ce nouveau souffle démocratique. Alors on ne savait pas trop, pour le coup, comment on allait faire. On a réfléchi à une pétition justement qui appelait à des États généraux. Mais aujourd'hui, effectivement, on est encore en réflexion. On travaille aujourd'hui un projet de ce qu'on appelle une société subsidiaire qui en fait revient et rejoint en fait ces mêmes enjeux, c'est-à-dire redonner la parole aux Français, la pleine responsabilité pour pouvoir construire le monde de demain qui se fera avec eux et pas sans eux. Et malheureusement, il se fait trop sans eux actuellement. Donc voilà, il y a vraiment un travail de maturité à avoir sur ces sujets. Et je pense qu'on réunit autour de la table et autour de tout l'Institut un certain nombre de personnalités qui, je trouve, apportent énormément à la réflexion. Et je pense qu'ensemble, nous allons peut-être effectivement décrire quelque chose qui sera nécessairement utile à la France. Il faut être plein d'espérance parce que je pense que, quand bien même les défis sont énormes, je pense qu'on peut se faire confiance et qu'ensemble, on pourra effectivement trouver des solutions. Donc, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Première rencontre avec justement quelqu'un qui défend énormément cette logique aussi d'états généraux, qui s'appelle Emmanuel Hirsch, à qui j'ai proposé de faire la rentrée en webconf avec nous sur les problématiques. Alors forcément, un petit retour d'expérience sur ce qui s'est passé sur la crise sanitaire, sur les problématiques éthiques médicales, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il défend effectivement énormément l'idée d'états généraux. Donc ça sera, je pense, aussi quelqu'un qui va nous emmener aussi sur ce sujet parce qu'il est conscient de ce même déficit démocratique énorme qu'il y a devant nous. Et que voilà, c'est vraiment, ça sera, je pense, une rencontre très, très intéressante. Il vient de sortir un livre aussi. Alors lui, il revient sur un sujet de problème de bioéthique qui était le décès de Vincent Lambert, qui était aussi très intéressant. On pourra l'interroger également là-dessus à la rentrée. Donc ça sera donc la deuxième quinzaine de septembre. La date n'est pas encore fixée, mais on vous la transmettra. Dans le même travail et réflexion et de continuité du travail que nous faisons à l'Institut, nous allons proposer fin novembre une rencontre justement sur un enjeu qu'on a évoqué aujourd'hui, la liberté de conscience, qui, à mon sens, est nécessaire dans la même logique effectivement, pour accompagner entre guillemets, cet rétablissement, ce redressement démocratique. Sans liberté de conscience, ça sera très difficile et ça sera certainement un des moyens qui va permettre ce redressement démocratique. Si on ne le défend pas, ça sera effectivement très difficile. Et donc c'est pour ça que nous engageons et nous proposons ce colloque en deuxième quinzaine de novembre. Alors c'est pareil, la date, on est en train de fixer le lieu et avec effectivement un certain nombre d'intervenants, que ce soit politiques, philosophes, d'intellectuels et de personnalités qui vont toute la journée nous parler de ce sujet, à la fois effectivement avec les problèmes
problème sur la liberté religieuse, la liberté d'expression et la liberté politique. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on vous propose. Et plus loin dans l'année, et grâce effectivement à un partenariat avec lequel on est en train de travailler avec François Martin, avec le club HEC, certainement une rencontre le 10 juin, je crois, sur l'Afrique et comment justement on réfléchit au développement de l'Afrique aujourd'hui, parce que ça sera effectivement un énorme enjeu pour nous aussi à anticiper. Si on ne développe pas l'Afrique aujourd'hui, ça sera effectivement 2 milliards d'Africains dans quelques années. Ça sera un sujet qui va devenir problématique. Et donc c'est une rencontre que nous portons depuis déjà un certain nombre d'années, mais qu'on vous proposera donc à la fin de l'année. Voilà. Merci. Je suis désolé parce que là on va devoir rendre l'antenne parce que là, on a Oui, un grand merci à Édouard Tétrault, un grand merci à Pierre Delozin encore, merci Olivier, et on souhaite un bon été à tous. Merci beaucoup pour ce propos, et c'était vraiment enrichissant et utile, et je pense qu'on va être amené à se revoir, je pense, très régulièrement, parce qu'on a un gros travail à faire ensemble. Merci. Avec joie. Merci à tous, bon été, bonnes vacances. Bon été à tous.